Chers étudiants, bonjour. Nous voilà avec le TP numéro 2 de zoologie, toujours dans le chapitre des protozoaires. Nous allons entamer dans ce TP l'embranchement des Ciliophora et l'embranchement des Apicomplexes. Alors, pour commencer l'embranchement des Ciliophora, alors comme nous l'avons vu au cours, les ciliés sont des protozoaires caractérisés par un revêtement de cils vibratiles, implantés très régulièrement. Cette ciliature en fait de bons nageurs. On les rencontre dans les eaux douces, dans les eaux de mer et dans les eaux saumâtres. Alors certains sont des parasites, d'autres sont de véritables symbiotes, donc ils vivent en symbiose. Leur taille se situe entre 200 et 300 micromètres. Ils possèdent entre autres un système nucléaire très particulier, comme nous l'avons vu. Il est formé de micronucléus et de macronucléus. Le premier, il est responsable de la sexualité, alors que le deuxième, il est responsable de l'action végétative, donc la nutrition de l'animal. Alors, ils se reproduisent par simple division transversale en reproduction asexuée qui s'accompagne d'une division de macromolécules par étirement et d'une division de micronucléus par mitose. Intervient également une reproduction sexuée ou conjugaison, comme nous l'avons vu au cours, dans laquelle deux noyaux haploïdes sont échangés entre partenaires. Alors, nous avons ici la figure du plasma, du permicium prédatum avec différentes composantes, vacuole pulsatile antérieure, une dans la partie antérieure et l'autre dans la partie postérieure, un micro-noyau et un macro-noyau, comme nous l'avons dit tout à l'heure, action végétative et sexualité, un péristome qui fait office d'une bouche du paramecium prédatum, alors un système, un cytopharynx, des vacuoles digestives, que nous allons expliquer tout à l'heure sur la réaction, puis un port anal qui sert éventuellement à éliminer les déchets à l'extérieur. Ce qu'il faut bien noter dans la tête que cette paramécie, alors c'est un protozoaire cilié, unicellulaire. Alors comme je viens de vous le dire, il est fréquent dans les eaux douces et saumâtres, dans les eaux stagnantes, chargées de matière. Alors, cette paramécie, ou qu'on nomme régulièrement un fusoir, est un organisme microscopique portant des cils vibratiles. Regardez la souris de mes tables. Portant des cils vibratiles. Alors, pour ce faire, les mouvements de cils situés à proximité et à l'intérieur, du cytopharynx, donc la bouche, en créant ainsi un courant d'eau pour attirer les particules vers l'intérieur. Donc elle fait l'office d'une bouche. Alors les particules alimentaires s'accumulent dans le cytopharynx. Les particules alimentaires s'accumulent dans le cytopharynx. Regardez bien, dans le cytopharynx. Et quand il y en a assez, une vacuole digestive, voilà, une vacuole digestive se forme et générée. Alors, les vacuoles digestives formées sont initiées par un circuit spécifique à travers le cytoplasme. Alors, au cours de laquelle ils sont attaqués par les enzymes et la digestion commence. Alors, les produits absorbés par le cytoplasme, donc en l'occurrence dans la vacuole digestive, et les aliments non digérés, à la fin du circuit est retiré à travers un port anal, comme je viens de vous dire. Ce qu'il faut retenir comme définition que la vacuole digestive, alors, sont les enzymes cytoplasmiques qui gèrent les éléments phagocytés à l'intérieur d'une vacuole digestive. Et les déchets sont expulsés par exocytose pour un point fixe d'une sorte d'anneau cellulaire. Alors pour les vacuoles pulsatiles, l'antérieur et la postérieure, alors aux deux extrémités de la cellule s'observent les deux vacuoles pulsatiles qui battent rythmiquement en opposition de phase, l'une par rapport à l'autre. Quand l'une est en diastole, l'autre doit être systématiquement en systole. Alors ce battement, il assure le maintien de la pression osmotique. Pour les trichocystes, alors ce sont des petites vésicules qui contiennent des champs gorgeux pleines de produits toxiques.
et qui peuvent tuer ou paralyser les parois alimentaires ou dissuader l'action d'un attaquant éventuel. Alors, maintenant, nous allons entamer immédiatement l'embranchement des AP complexes. Alors, les coccidies sont des sporozoaires de petite taille, immobiles, à l'état végétatif. Le cycle de développement présente en alternance une phase de schizogonie, une phase de gamogonie, donc en l'occurrence les gamètes. Alors, ce sont des parasites monoxènes qui nécessitent une seule hôte ou hétéroxènes plusieurs hôtes. Nous l'avons bien expliqué au cours. Alors, des cellules intestinales et des globules rouges d'interviewés et de vertébrés. L'espèce que nous allons entamer dans cet embranchement est le Plasmodium falciparum. Notez que c'est l'un des agents du paludisme. Puis nous allons remarquer tout de suite que les gens qui sont atteints par le paludisme présentent une fièvre, c'est-à-dire qu'il y a des accès de fièvre qui se produisent entre le premier et le troisième jour. Alors vous allez avoir quelques petites explications en plus de ce que nous avons dit au cours, mais en plus également du TP que nous avons transmis sur la plateforme de l'université. Alors, l'agent pathogène de ce paludisme est déterminé par un protozoaire appartenant au genre Plasmodium. Alors, il existe de très nombreuses espèces de Plasmodium touchant diverses espèces animales, dont 5 espèces sont habituellement retrouvées en pathologie humaine, le Plasmodium falciparum, le Vivax, ovale, malaria et Gnolossi. Alors, ces 5 espèces diffèrent par des critères biologiques et cliniques, par leur répartition géographique et par leur capacité à développer des résistances aux antipaludiques. Donc, l'espèce que nous allons entamer dans ce TP est le Plasmodium falciparum. Il faut différencier le Plasmodium falciparum de 4 autres espèces. En effet, alors c'est l'espèce la plus largement répandue à travers le monde, puis qui développe des résistances aux antipaludiques et est responsable de la majorité des formes cliniques, entre autres mortelles. Alors le vecteur de cette espèce est bien sûr l'anophèle. Alors le paludisme est transmis à l'homme par la piqûre de moustique Clycidae. Alors donc c'est une moustique qui présente une forte trempe. Regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Une forte trempe qui présente une forte trempe piqueuse et dont la larve vit dans les mares et les flaques d'eau, bien sûr. Alors le genre anophèle, au moment de son repas sanguin, donc lorsqu'il se regorge d'eau, de sang, alors seule la femelle hématophage, donc qui se nourrit de sang, qui se regorge de sang, transmet la maladie. C'est très très important de retenir. Hein. Il ne pique classiquement qu'à partir du coucher de soleil, avec un maximum d'activité entre 23h et 6h du matin. Alors les larves d'anophèles se développent principalement dans les collections d'eau, je parle du vecteur, hein, dans les collections d'eau non polluées, la nature du sol, le régime alors, des pluies, la température et donc l'altitude. La végétation naturelle et l'agriculture rendent cette collection d'eau le plus ou moins propice au développement de ce genre de moustiques. Alors le développement de la longévité des anophèles dépend de la température qui varie entre 20 et 30 degrés Celsius pour une durée de vie de 30 ans. Alors pour les espèces les plus dangereuses pour ces anophèles, alors ce sont les espèces qui effectuent le repas de sang humain. Les espèces endophiles, alors qui se reposent à l'intérieur des maisons, et des espèces anthropophiles. Alors ce sont les espèces je viens de dire, qui se regorgent d'eau des humains. Alors, nous allons voir tout de suite le cycle qui se déroule successivement chez l'homme, donc par une phase asexuée chez l'hôte intermédiaire, et chez l'anophèle, phase sexuée chez l'hôte définite. Chez l'homme, le cycle est lui-même divisé en 2 phases, donc de multiplication asexuée, donc schizogonie. Alors, nous pouvons citer premièrement la phase pré-érythrocytaire ou la schizogonie pré-érythrocytaire. Donc, on peut dire que c'est une phase hépatique, dont les sporozoïdes incubés par l'anophèle femelle, moins d'une centaine, lors de son repas sanguin, restent moins d'une trentaine de minutes dans la peau. Retenez bien cela. Moins d'une trentaine de minutes dans la peau. La lymphe et le sang avant de gagner les hépatocytes. Puis une fois qu'il a pénétré dans un hépatocyte, dans une cellule hépatique, petite cellule hépatique,
le parasite, toujours mononucléé, prend le nom de trophozoïte. Lors de la schizogonie, le noyau du parasite amplifie son ADN et se divise de façon binaire alors que son cytoplasme ne se divise pas. Il évolue ainsi en schizonte pré-érythrocytaire, d'où l'appellation de phase pré-érythrocytaire, donc forme multinucléée qui, après 7 à 15 jours de maturation, éclate et libère des milliers de mérozoïtes. Éclate et libère des milliers de mérozoïtes nucléés dits de première génération dans le sang. Alors, la schizogonie hépatique est unique dans le cycle, la cellule hépatique ne pouvant être infectée que par des sporocytes. Notez bien, d'autres espèces que le Plasmodium falciparum, le Vivax, le VA, alors ce sont des espèces, alors là où certains trophozoïtes, si je dis bien certains trophozoïtes, intrahépatiques restent qui y sont, donc ils prennent l'appellation de hypnozoïtes. Alors, ils sont responsables de schizogonie hépatique retardée, donc ce qui entraîne une reviscence, donc une réapparition tardive de la maladie. Maintenant, pour la schizogonie érythrocytaire. Alors, très rapidement, les mérozoïtes pénètrent dans les globules rouges. La pénétration du mérozoïte dans l'érythrocyte, comme nous l'avons vu au cours, sa maturation en trophozoïte puis en schizonte mature prend 24, 40, 62 heures suivant l'espèce, comme je viens de le dire, et conduit à la destruction du globule rouge hôte et à la libération de 4 à 32 nouveaux mérozoïtes en fonction de l'espèce du clone et du globule rouge infecté. Alors, ce mérozoïte pénètre dans des nouveaux globules rouges et débute un nouveau cycle de réplication. Cette réplication du cycle correspond à la phase clinique. La parasitisémie s'élève et le sujet devient fébrile. C'est l'accès palustre dans l'accès du convaccination, développement des parasites et asynchrone. Alors, tous les schizontes hépatiques n'arrivent pas à maturité en même temps et à ce qui explique que la fièvre est souvent continue, anarchique et irrégulière. Après plusieurs jours d'évolution et en l'absence de traitement, on observe une synchronisation du parasite. Tous les schizontes érythrocytaires arrivent à maturité au même moment, entraînant la destruction d'un grand nombre de globules rouges de manière périodique. Chaque plasmodium présente une durée propre à lui, comme dans notre cas, pour le Plasmodium falciparum, elle est de 48 heures. Alors, certains trophozoïtes subissent une maturation d'une dizaine de jours dans le compartiment médullaire, sans division nucléaire, accompagnée d'une différenciation sexuée, ils se transforment en gamétocytes à potentiel mâle ou femelle. Les gamétocytes matures vont ensuite rester en circulation dans le sang pendant quelques semaines. Les méthodes modernes de diagnostic, en l'occurrence, font appel à la biologie moléculaire qui indique un portage de plus de 2 semaines. Maintenant, chez la nouvelle femelle, les gamétos, donc le vecteur, en l'occurrence vecteur, les gamétocytes ingérés par le moustique lors des repas sanguins sur un sujet infecté se transforment en gamètes mâles et femelles. Et là, je fais allusion à la gamogonie. Alors, qui fusionne en un œuf libre, mobile d'onomie okinète. Cette okinète quitte la lumière du tube digestif, se fixe ensuite à la paroi externe de l'estomac et se transforme en oocyte ou ookyste, c'est la même chose. Les cellules parasitaires se multiplient à l'intérieur de cette oocyste ou la ookyste. Alors, produisant des centaines de sporozoïdes qui migrent ensuite vers les glandes salivaires du moustique. Alors, ces sporozoïdes sont les formes infectantes prêts à être inoculées avec la salive du moustique lors d'un repas sanguin sur un autre vertébré. La durée du développement sporogonique du plasmodium varie en fonction des conditions climatiques, entre 9 et 20 jours pour notre cas, donc en l'occurrence le plasmodium falciparum. Alors, ceci est un diapo récapitulatif général de ce qu'on vient de voir, donc la phase hépatique, la phase sanguine, avec des petites remarques.
et en l'occurrence la gamogonie. Alors, vous voyez là sur ce prélèvement sanguin d'un homme malade, forme de l'espèce Plasmodium falciparum à l'intérieur des hématies. Vous avez ici, en l'occurrence, le Plasmodium falciparum, puis les globules rouges qui sont intacts. Et ici, nous avons la présence de Plasmodium falciparum à l'intérieur des globules rouges. Notez la position systématique donc l'embranchement des AP complexa, la classe des sporozoa, alors sous-classe des Coccidia, alors l'ordre des Hémosporidae, alors le genre Plasmodium et l'espèce Plasmodium falciparum. Attention à l'écriture scientifique, attention à l'écriture scientifique. À la fin, je vous dis que ces TP sont faits, ces vidéos sont faites pour vous aider à comprendre beaucoup plus vos chapitres suite à vos demandes successives et je vous remercie et à la prochaine fois.